Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast intitulé « Transformation du monde du travail, quels sont les impacts sur le recrutement ?» Aujourd'hui, nous faisons face à une transformation du monde du travail et du rapport que les salariés entretiennent avec leur emploi. En effet, le bien-être au travail est devenu une priorité pour les salariés qui sont de plus en plus attentifs à leur santé mentale et physique. Leurs exigences envers les entreprises deviennent ainsi de plus en plus grandes. Ils recherchent celle qui va leur offrir le cadre de travail le plus en adéquation avec leurs critères. Leur emploi doit faire du sens, il doit permettre la flexibilité et assurer un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le bien-être au travail est donc devenu un critère très important dans la recherche d'un nouvel emploi. Les entreprises doivent prendre conscience de cette nouvelle réalité et mettre en place des actions de santé et de bien-être au travail pour maintenir leurs collaborateurs actuels, mais surtout pour attirer de nouveaux, sachant que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a atteint un niveau record en Suisse en 2022, avec plus de 100 000 places vacantes. Nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Groll, directrice des placements fixes chez Adecco, qui va nous apporter toute son expertise dans le domaine au cours de ce podcast. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Audrey. Alors je suis Stéphanie Groll, maman de 3 enfants et je suis avant tout une femme passionnée par les relations humaines, par le coaching, la gestion de carrière, le recrutement, la formation. Et du coup, ce qui m'a conduit il y a un peu plus de 3 ans maintenant à rejoindre naturellement le groupe Adecco. Voilà, comme directrice du placement fixe sur le canton de Vaud. Parfait. Et donc justement pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les services proposés par Adecco ? Adecco, c'est quasiment 39 000 personnes dans le monde, représentées dans 60 pays. On est le plus gros prestataire de ressources humaines au monde. Donc, on lance, je crois, plus de 3,5 millions de carrières par an. C'est énorme. Notre mission, elle est assez claire. C'est d'assurer un avenir professionnel pour tout le monde. En anglais, ça sonne pas mal. C'est « Making the future work for everyone ». Et du coup, on opère sous plusieurs marques. Et nos services sont différents. On fait du placement temporaire, on fait du placement fixe, on fait du conseil également en recrutement et en gestion de talent, du coaching de carrière. On peut même externaliser complètement des services RH. Donc, et sous différentes marques, parce que le groupe Adecco, en fait, c'est plein de marques. C'est vrai qu'on est très connu sur la marque rouge Adecco, mais on a également Acodis, on a Adia, LHH, Pontoon, voilà, enfin plein de marques qui répondent à tous les services qu'on peut avoir dans le placement, le recrutement et la gestion de talent. Ok, super, merci beaucoup. Que constatez-vous actuellement sur le marché de l'emploi, donc au vu du taux de chômage qui a reculé à 2,2% en 2022, donc soit le niveau le plus bas enregistré depuis plus de 20 ans. Oui, c'est vrai que ce niveau à 2,2, il est fou. Il est fou. Je vais appuyer mes propos sur une étude en fait qu'Adecco Group sort chaque trimestre, le Swiss Index, que vous pouvez retrouver facilement sur notre site. En gros, il y a 2 constats en lien avec ce taux de chômage bas. Le premier, c'est clairement la numérisation. Enfin, je vous apprends rien, mais c'est clair que la digitalisation et l'automatisation ont détruit plus de 20% de nos emplois. À terme, c'est quasiment un emploi sur 2 qui vont être détruits. Il y a même des professions aujourd'hui, clairement, qui sont menacées complètement de disparaître. Du coup, c'est un peu antagoniste parce que la numérisation crée aussi à peu près 20% de nouveaux emplois. C'est juste qu'elle crée des emplois avec un niveau de qualification plus élevé, des nouvelles compétences. Donc, aujourd'hui, quasiment un poste sur 2 nécessite des compétences numériques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième constat, c'est en Suisse, en tout cas, je parle pour la Suisse, mais il y a également des pays voisins qui ont cette problématique-là, c'est le vieillissement de la population. Le facteur du vieillissement sont la baisse de la natalité et l'augmentation de l'espérance de vie. C'est assez simple. Donc nos fameux baby boomers, ça fait maintenant quasiment 3 ans qu'ils partent à la retraite depuis 2020. Et cette tendance, elle va perdurer jusqu'en 2035. Donc on va rester a priori sur des taux de chômage bas. Donc ça signifie que en fait, chaque année, le nombre de personnes qui quittent le marché de l'emploi est supérieur au nombre de jeunes qui arrivent sur le marché. Il en résulte clairement une pénurie de main-d'œuvre massive. Et là, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais le côté un peu contradictoire, c'est que
Les baby boomers qui quittent le marché de l'emploi, en fait, partent sur des jobs qui n'existent déjà quasiment plus ou qui n'existeront plus dans quelques années là. Mais l'autre point négatif, en gros, c'est que ces mêmes personnes qui partent disposent de qualifications ultra importantes aujourd'hui et du coup partent avec un gros savoir-faire et aggravent en gros la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux constats qui montrent un taux de chômage clairement historiquement bas. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus touchés par le manque de main-d'œuvre ? Oui, alors clairement, aujourd'hui, on a évidemment les professions de santé. On a également tout ce qui tourne autour des systèmes d'information, de l'informatique, des logiciels. Les métiers de l'ingénierie également, donc tout type d'ingénieurs sont en pénurie de main-d'œuvre. Le secteur du bâtiment, construction, de l'architecture, évidemment des nouveaux métiers dans le développement durable. On a également dans les usines, dans l'industrie, donc ça peut être des postes de mécaniciens, de machinistes, de polymécaniciens. Donc il y a vraiment plusieurs secteurs qui sont touchés par cette pénurie. Ok, et pourquoi justement ces domaines en particulier ? Je pense qu'il s'explique par un élément que moi je remarque que c'est clairement... C'est pas vrai pour tous. Pour certains, je vais vous prendre la santé typiquement ou les métiers en usine. J'ai même pas parlé de l'hôtellerie, la restauration, mais il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre là-dedans. C'est des métiers qui sont dits pénibles en fait. Pénibles parce qu'il y a des horaires coupés, il y a des horaires du soir, parce qu'on travaille le week-end, parce qu'ils sont stressants, ils sont fatigants physiquement. Et depuis le Covid, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis ou qui ont compris qu'ils pouvaient trouver des postes similaires dans d'autres secteurs avec des salaires équivalents et juste moins pénibles. Et puis après, on l'a expliqué, ça revient, il y a une pénurie aujourd'hui qui sont aussi des secteurs qui sont moins attrayants en fait pour les jeunes. C'est sûrement lié aussi aux formations en fait, c'est des formations au niveau scolaire qui sont moins mises en valeur en fait, qui sont un peu dénigrées. C'est clair que les métiers manuels, typiquement, je vous prends le métier de menuisier, pour moi je trouve hyper valorisant, le métier du bois, travailler le bois. C'est plus ce qui attire aujourd'hui clairement les jeunes. On valorise moins ces fonctions-là, ces métiers-là. Et je pense qu'il faut les remettre dans la lumière, dès le parcours scolaire en fait, dès les études, remettre en lumière ces professions qui sont délaissées aujourd'hui et où on a un manque de main-d'œuvre. Ok. Est-ce que vous observez des changements par tranche d'âge ? Oui, clairement. Donc on a, si je découpe le marché, on a les 3 générations X, Y, Z. Donc X, c'est les baby boomers qui partent à la retraite, qui sont souvent encore en poste parce que voilà, ils vont pas changer leur poste juste avant la carrière. Les générations Y, pour moi, c'est là où il y a effectivement un vivier de candidats qui n'est pas exploité. Malheureusement, moi j'entends trop encore en tant que recruteuse des clients qui me disent « Ah, mon profil idéal, il a entre 25 et 35 ans. » Sauf que ces générations, donc, elles sont plus volatiles, elles sont moins fidèles en gros aux entreprises, elles ont des projets de carrière différents. Et le vivier de candidats des cinquantenaires, clairement, c'est un vivier qui, pour moi, il faut absolument exploiter, remettre dans la lumière. C'est des gens qui sont engagés, fiables, bosseurs, qui vont rester peut-être jusqu'à la fin de leur carrière, qui sont encore en capacité d'apprentissage sur les nouvelles technologies, donc sur lequel il faut vraiment capitaliser. Et selon votre expérience et l'évolution des tendances du marché, quels sont selon vous les recrutements de demain et les formations à devenir ? Je vais vous prendre un exemple chez Adecco. Aujourd'hui, ça surprend un peu nos candidats, mais on recrute déjà sous forme de vidéo. Malheureusement, c'est plus moi qui trie la plupart de mes CV. J'ai aujourd'hui un système informatique qui le fait à ma place en fonction de plein de mots-clés. Et on reçoit des vidéos des candidats où on envoie en fait un système de vidéos à mettre en place qui est beaucoup apprécié de nos clients, qui marche beaucoup pour les métiers dits de front office où il y a du relationnel en fait, de l'échange. Donc ça, c'est déjà une tendance. Il y a également de plus en plus de tendances sur des recrutements qui se font sans CV, où on analyse les soft skills, où on analyse via des questionnaires, des tests, en fait, les compétences humaines des candidats pour voir s'ils vont matcher par rapport au poste.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de recrutements qui se font dans le métaverse, donc de manière complètement virtuelle. Des entreprises sont déjà lancées l'année dernière sur ce type de recrutement. Mais la grande tendance, je pense, c'est vraiment de travailler sur les compétences humaines, évidemment sur les langues. Ça, c'est une évidence. Je vous prends rien que pour la Suisse, l'allemand. Aujourd'hui, en Suisse, un poste sur deux nécessite l'allemand. Et personnellement, moi, j'ai quasiment 80% de mes jobs où il faut l'allemand qui est nécessaire. Donc, je vous parle même pas de l'anglais. Mais du coup, sur les formations en devenir, je partirais en fait beaucoup sur les soft skills. Ça se développe, mais apprendre, se former sur tout ce que les robots ne pourront pas faire demain. Donc la créativité, savoir penser out of the box, avoir une capacité à nouer des liens, avoir l'esprit d'équipe, du leadership. Voilà, bah, ça se développe. Et pour moi, ça va devenir essentiel pour les emplois de demain. Et donc, comment voyez-vous le monde du travail dans 10 ans et que devrions-nous faire, selon vous, pour anticiper les changements ? Dans 10 ans, c'est nos enfants, hein, c'est ce qu'on appelle les générations alpha qui vont arriver sur le marché du travail. Donc, encore une nouvelle génération qui est née avec un portable dans les mains. Ces générations, elles vont avoir encore des nouvelles exigences et besoins par rapport au marché de l'emploi. Aujourd'hui, on note que les générations Z travaillent beaucoup en mode projet, ont plus prévu de faire carrière pendant des années dans une entreprise. Donc, recherchent plutôt une évolution transversale ou en mode projet. Donc, je travaille sur un projet 2 ans, puis j'apprends un autre métier ou j'ai un autre type de projet ou je vais faire le même job dans un autre pays. Mais moi, c'est clair que dans mes équipes, j'ai personne qui me dit « Ah, waouh, Stéphanie, je veux prendre ton poste dans 5 ans. » Non, c'est plutôt je vais aller chez Adecco, mais je sais pas, au Mexique, ou je vais apprendre un autre métier dans les RH, voilà, une autre spécificité. Les générations alpha qui arrivent et qu'il faut vraiment typer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de demandes de travail dit indépendant, des gens qui se mettent à leur compte. Ça fait plus peur aujourd'hui aux gens de se mettre en freelance. Donc de savoir comment on va intégrer ces freelances en fait dans nos politiques de recrutement. Je pense c'est vraiment un point pour moi à anticiper. Le deuxième, ça serait, c'est sur cette mobilité du travail en fait. Aujourd'hui, toutes les fonctions qui ne nécessitent pas du présentiel peuvent être faites en fait n'importe où dans le monde. Voilà, votre RH peut travailler en Amérique latine, votre comptable en Espagne ou en Italie. Donc mais ça nécessite de repenser les contrats de travail, le droit du travail de chaque pays. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on se pense sur ces sujets-là, parce que c'est déjà là en fait. Comment attirer et retenir les talents dans l'entreprise, justement ? Je pense que le point important, c'est déjà de savoir communiquer sur sa marque employeur. La marque employeur, elle est hyper importante. Aujourd'hui, on a tous sa propre marque, en gros, via les réseaux sociaux. Comment on se market, comment on va s'identifier à cette société-là. Dans la marque employeur, il y a plein d'éléments. Les éléments qui sont hyper importants aujourd'hui, c'est les valeurs de l'entreprise. Le sens que les personnes donnent à leur travail. Donc, je vais vous parler d'Adecco, évidemment, mais les valeurs sont hyper fortes. Le sens qu'on donne à notre travail, on le met en application au quotidien. C'est de trouver un emploi pour les personnes, donc ça nous valorise au quotidien. Et moi, je m'identifie clairement sur les valeurs de mon entreprise. Donc, je pense que ça serait un peu trop facile de parler tout de suite de flexibilité, d'avantages, mais de travailler sa marque. Qu'est-ce qu'on veut communiquer ? Et ça passe sur notre site internet, ça passe dans les annonces, ça passe dans les forums, ça passe dans les salons. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant ? Comment on le met en avant ? Comment on communique ? Ça, pour moi, c'est une priorité aujourd'hui. Et après, en découle plein de politiques. Des politiques dédiées à la santé au travail, des politiques sur la flexibilité, des politiques sur le sport, des politiques sur des interventions pour des associations, enfin voilà. Et qu'attend un employé de la part de son employeur ? Du coup, une fois qu'il a mis en avant sa marque employeur,
Évidemment, le mot aujourd'hui dans la bouche des gens, c'est je cherche la flexibilité. Je veux de la flexibilité dans les horaires, je veux de la flexibilité au niveau du télétravail, je veux enfin voilà, c'est bien, mais en fait, c'est pas que ça suffit pas, mais c'est un peu trop simpliste en fait de s'arrêter juste à cette flexibilité des horaires et du travail hybride. Je pense que là où il faut aller plus loin, c'est que pour moi, un employeur, sa mission première, c'est de garder l'employabilité de ses employés. C'est de faire en sorte de le former tout au long de son parcours professionnel sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles soft skills dont je viens de parler, pour être sûr qu'il reste employable sur le marché du travail. Et de mettre ça aussi en avant, c'est pour moi une priorité, c'est hyper important. Voilà. Après, il y a plein d'autres politiques dont je viens de parler qui en découlent. C'est de communiquer sur tous ces éléments-là. C'est de parler de la santé au travail aussi qui est une priorité. Et des éléments qui vont faire clairement la différence. Avoir une politique de santé bien-être, pour moi, c'est également un point important. Ok. Je vais justement rebondir sur ce dernier point. Donc on remarque que les salariés font de plus en plus attention à leur santé et qu'ils sont très regardants sur ce qu'offrent les employeurs par rapport à leur santé. Est-ce que vous remarquez un peu la même chose avec vos clients ? Ma réponse, elle va être assez mitigée. Oui, aujourd'hui, j'ai des grands groupes en Suisse où je note que des politiques santé-bien-être sont clairement établies, font partie de la marque employeur. Malheureusement, ça c'est encore présent que dans des grands groupes qui ont les moyens de s'offrir une politique santé et bien-être. Et malheureusement, en fait, je me rends compte que dans certaines PME en Suisse, ces éléments ne sont pas mis en avant. Alors peut-être qu'il n'y a pas une politique vraiment construite, mais il y a des actions qui sont faites. Mais je vais vous prendre un exemple. Quand une entreprise me sollicite pour un mandat, donc pour recruter quelqu'un, c'est clair que je dois quasiment lui tirer les verres du nez pour lui expliquer, ok, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vos employés ? Au niveau de la santé, du bien-être au travail, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ? Et souvent, il y a des choses. Mais en fait, les entreprises ne communiquent pas dessus, ne mettent pas ça en avant, ne trouvent pas que aujourd'hui ce soit vraiment un élément, même marketing, en fait, pour attirer des talents. Et si, aujourd'hui, c'est clairement des éléments qui font la différence pour les candidats, qui donnent du sens, en fait, à se dire, cette entreprise, en fait, elle me parle. Parce que je vais pas juste y passer 8 heures pour travailler, mais je vais aussi m'épanouir, avoir une santé... mon employeur prend en compte ma santé psychique, psychologique et physique, en fait. Et ça m'importe. Voilà. Est-ce qu'il existe des domaines, des secteurs d'activité où les gens ils sont plus regardants que d'autres ? Alors, de manière spontanée, je dirais le tertiaire. C'est clair que les candidats qui recherchent dans le tertiaire sont devenus hyper exigeants. En fait, c'est normal pour eux d'avoir maintenant de la flexibilité au travail, du travail hybride, des avantages pour la restauration. Mais je note que dans plus en plus d'autres secteurs, en fait, les fameux secteurs pénibles dont je vous parlais tout à l'heure, la santé, le bâtiment, la construction, l'hôtellerie, les usines, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a, depuis le Covid, je dirais pas de la jalousie, mais une incompréhension peut-être de ces personnes qui n'ont pas ces avantages-là. Et clairement, en fait, à l'usine, vous devez y être tôt le matin, donc il n'y a pas de débat. Vous ne faites pas de télétravail et puis vous n'arrivez pas en flexibilité des horaires. Par contre, je pense qu'il faut réfléchir à des systèmes de compensation. Savoir comment on crée une politique équitable pour l'ensemble des employés et pas en fonction de leur niveau de qualification ou de leur fonction. Donc, travailler sur une politique équitable, ça peut être une participation, je ne sais pas... aux gardes des enfants pour les parents qui ont des enfants. Ça peut être, je sais pas, un jour de congé en plus. En fait, voilà, mais juste de trouver des éléments compensatoires, en fait, pour que même dans ces secteurs-là, parce que les gens sont demandeurs aujourd'hui, ils puissent y trouver ils puissent s'y retrouver, quoi. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un employé qui souhaitait changer d'entreprise parce que son employeur justement ne prenait pas garde à sa santé? Alors malheureusement, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. La plupart des gens qui démissionnent,
ne démissionnent pas ou peu à cause de leur cahier des charges ou un problème de compétences. Moi, je vois plein de départs, de démissions qui sont liés beaucoup à du stress au travail, à du burn-out. Un problème d'écoute en fait. Ils ont eu des soucis personnels ou en interne et on les a pas écoutés, on les a pas accompagnés en fait. Ou pire encore, en fait, leur manager les a dénigrés sur ces sujets-là. Et c'est clairement des causes de départ. C'est clair que d'accompagner en fait des gens dans leur santé mentale, psychique, dans le stress au travail, on en revient au sujet juste avant, mais c'est hyper important pour éviter des démissions qui peuvent être clairement éviter. Enfin, aujourd'hui, une démission coûte tellement cher. Si on peut, grâce à de la communication, de l'accompagnement, éviter de perdre des talents dans une entreprise, je pense que ça vaut le coup d'investir dedans. Effectivement. Et donc, pour conclure un peu cette thématique, quels conseils donneriez-vous aux employeurs qui souhaitent garder leurs employés en bonne santé ? Alors là, j'ai plein de conseils. J'ai plein de conseils. Je vais aller du plus générique ou peut-être au plus spécifique. Mon premier, c'est vraiment déjà d'avoir un environnement de travail qui est sain. C'est-à-dire propre, ventilé, éclairé. Ça vous paraît peut-être évident, mais moi, je visite plein d'entreprises et honnêtement, je vois beaucoup d'environnements de travail qui sont pas du tout attirants. Donc ça, vous passez 8 heures par jour minimum sur votre lieu de travail. C'est clair que c'est comme un appartement en fait. S'il est lumineux, il donne envie. Je pense que ça vous met dans des bonnes conditions où vous vous sentez bien. D'autres conseils, ça serait de travailler sur des formations en fait dédiées à la santé au travail. On a ça maintenant, nous, chez Adecco. C'est vrai que c'est assez nouveau, mais c'est des formations qui marchent hyper bien. C'est clairement sur comment je gère ma charge mentale, la gestion de mes priorités, la gestion de mon temps. On est tous, aujourd'hui, dans une société où on n'a pas de temps. Et clairement, de nous aider à savoir mieux gérer son temps, ses priorités. Il y a des formations, en fait, qui sont dédiées à ça, qui peuvent être en plus des formations en ligne. Donc, ça, c'est aussi un conseil que je peux donner. Moi, je suis beaucoup portée sur l'alimentation saine. Et le midi, je vois encore trop de personnes qui mangent mal tous les midis. Donc, c'est clair que on n'a pas tous la possibilité d'avoir un restaurant d'entreprise. Je sais qu'il y a des PME qui investissent dans des distributeurs ou des frigos avec des menus hyper sains. Mais moi, déjà, à ma petite échelle, j'essaye clairement d'initier avec une nourriture plus saine le midi. Enfin, ça peut être des Tupperware qu'on prépare à la maison, ça peut être un repas canadien qu'on fait une fois dans la semaine. Oui. Après, c'est évident, mais l'activité physique, je parle même pas de l'activité sportive, mais de l'activité physique, l'heure du repas, vous n'avez pas de douche, mais ça peut être juste d'aller se balader, de marcher 20 minutes, une demi-heure. Ça peut être de repenser un peu les team building. Aujourd'hui, c'est clair que les team building ça, je vais pas me faire des copains, mais moi, les team building de restaurants et de soirées alcoolisées, c'est plus du tout ce qui me fait rêver. D'avoir des team building avec une activité physique ou sportive me donne beaucoup plus de sens. Je me dis que mon patron met son argent au bon endroit parce qu'il le met pour nous. Les horaires, on en a déjà parlé de la flexibilité pour la santé mentale. Je reviens sur les formations également, mais les formations dédiées aux accidents, aux blessures au travail, ça aussi sont hyper importantes. Nous, on a eu aussi une formation l'année dernière sur les arrêts cardiaques qui peuvent arriver. En fait, donc on est équipé d'une machine, mais on a été formé pour utiliser cette machine pour réanimer quelqu'un. C'est une formation qui a énormément plu en fait en interne et qui était valorisante en fait pour nous. Il y a un autre point aussi, je le vois de plus en plus, c'est les entreprises qui participent aux soins de santé de leurs employés. Ça, on n'a pas la possibilité d'augmenter les salaires tout le temps. Mais c'est une autre possibilité de participer aux soins de santé. C'est clairement un avantage et quelque chose qui fait sens aujourd'hui. Ça, c'est plus personnel. Encore un exemple que je pourrais donner, mais
moi j'ai mis en place dans mes bureaux une red room. Bon, à déco, tout est rouge et le canapé est rouge. C'est une salle en fait où il n'y a pas de fenêtre. À la place, c'est un peu comme une zone de stockage et puis on l'a repensée. Et c'est une salle où on peut faire des siestes. Sur l'heure du repas, des turbo-siestes. Voilà, je vous l'ai dit, moi je suis maman de 3 enfants. J'ai des nuits parfois qui sont super courtes. Et en fait, de pouvoir m'offrir 15 minutes de sieste entre midi et 2, ça me permet d'être super productive l'après-midi en fait. Et j'ai plus honte aujourd'hui de faire une sieste de 10 minutes. Et voilà, pour moi, c'est un super avantage que j'ai. Donc voilà tous les conseils. Je pense que je peux en avoir plein d'autres, mais là j'en ai déjà donné pas mal. Bah oui, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et justement, pour terminer donc ce podcast, est-ce que vous avez un mot de la fin ? Je reviens sur ma marque employeur, mais la marque employeur, elle définit tellement de choses. Travailler sur sa marque employeur et donc derrière, c'est comprendre. Donc il y a toute une politique RH, hein, c'est pas juste une politique marketing. Pour moi, c'est vraiment une politique RH. C'est comment en fait j'arrive à retenir les talents dans mon entreprise en fait. Comment j'arrive à attirer les talents de demain. Comment j'intègre en fait aujourd'hui des différentes générations en fait, donc les générations X, Y et Z, et évidemment les alphas qui vont arriver sur le marché, comment ces générations doivent travailler ensemble, comment je mets un cadre et des règles, mais qui voilà, sont à la fois souples et rigides, mais que toutes les générations peuvent comprendre et accepter. Voilà, donc vraiment c'est de cette marque employeur et ces enjeux en fait des politiques RH à considérer, à anticiper. Et bah du coup, évidemment, si on n'est pas armé sur ces sujets-là, de se faire accompagner. Et évidemment, Adecco est l'acteur majeur sur ces sujets-là. C'est notre rôle de conseiller ces entreprises, de les aider à mettre en place ces politiques RH. Et voilà, du coup, clairement, de faire appel à nos services, voilà, si on peut aider sur ces sujets. Parfait. Eh ben, un grand merci d'avoir participé à ce podcast. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast sur notre chaîne. C'était Audrey pour le CHS. Merci Audrey.